Les violences au Yémen continuent de préoccuper le Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit se réunir ce dimanche pour examiner la situation. Le président yéménite Abd Rabboul Mansour Hadi a demandé l'intervention urgente de l'ONU pour mettre un terme à l'agression des miliciens chiites houthis qui contrôlent depuis septembre la capitale Sanaa. La cause majeure et principale de l'état actuel du Yémen, c'est la volonté saoudienne ou la perception de l'Arabie saoudite d'avoir une menace existentielle iranienne qui s'installe également au Yémen. Et effectivement, les civils yéménites sont les victimes, je dirais non pas indirectes, d'ailleurs directes, elles sont des victimes directes de la façon dont l'Arabie saoudite perçoit sa rivalité avec... Au Yémen, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution qui somme les miliciens chiites de se retirer des zones du pays qu'ils ont conquises. On meurt au Yémen sous les bombes de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, mais on meurt aussi de faim, de misère, à cause du choléra et parce que les bombardements aériens ont détruit des infrastructures vitales et la moitié des hôpitaux. On average, a child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes. And this means 50 children in Yemen will die during today's conference, and all those deaths could have been prevented. Si c'était une route, on dirait que c'est la plus mortelle du monde. Mais comme c'est une mer, on dira que c'est le plus grand tombeau marin du monde. Il s'agit de la mer Méditerranée, cette mer que très précisément 207 000 migrants ont tenté de traverser dans le courant de l'année 2014 et 3 419 de ces hommes, femmes ou enfants y ont trouvé la mort, abandonnés, jetés à l'eau, noyés ou morts de soif ou de faim ou encore même faute de soins. Nouveaux échanges musclés entre l'Italie et Malte à propos des réfugiés. Rome ne décolère pas après que la Valette a refusé mercredi de venir en aide à un navire transportant 177 migrants. L'embarcation se trouvait dans les eaux maltaises. Depuis, les migrants ont été accueillis par un navire des gardes-côtes italiens qui se trouve à présent au large de l'île italienne de Lampedusa. Le navire de l'opération Sophia rentre à quai. Depuis 2015, il patrouillait en Méditerranée avec pour objectif de démanteler les réseaux de passeurs et de sauver des vies. Mais l'Italie a fermé ses ports au débarquement de migrants et sans solution alternative, Bruxelles reconnaît que les patrouilles sont temporairement suspendues. L'opération Sophia est une opération navale. C'est clair que sans les moyens maritimes, elle ne sera plus à même d'appliquer efficacement son mandat. Forte tension politique entre l'Italie et l'Allemagne. Rome craint que Berlin ne lui renvoie par vol charter des migrants dans le cadre des accords de Dublin. Selon ce règlement, le premier pays où arrive un migrant est responsable de l'examen de sa demande d'asile. Une règle qui fâche le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. Sur Twitter, il menace de fermer les aéroports du pays. Nouveau bras de fer en Méditerranée contre l'accueil des migrants. Recueillis vendredi soir au large des côtes libyennes, quelques 310 personnes attendent désormais un port d'accueil en Europe. C'est sur Internet que Sébastien a été recruté, que nous l'avons repéré. Voilà, j'étais nouveau dans l'islam, c'était une période où j'étais pas très bien moi-même dans ma peau. J'avais des difficultés personnelles qui ont fait que ça allait difficilement à cette période-là. Comme j'étais musulman, je me sentais obligé par les vidéos que j'ai vues et par les discours que j'ai eus avec les gens sur Internet de partir là-bas. Mandela est réputé pour sa tolérance, son harmonie confessionnelle. Mais un vent mauvais et nouveau souffle sur la région. Voici l'un des hommes les plus dangereux de Birmanie, Ashin Viratu, un moine bouddhiste ultranationaliste qui a juré la perte des musulmans. Le combat, mesdames et messieurs, contre l'extrémisme se joue dans l'esprit de chaque individu. Et l'éducation est en toute première ligne pour renforcer les défenses de chacun, les capacités à rejeter la haine. Il faut s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire à l'idéologie qui se répand à partir d'une interprétation erronée de la religion. Il n'est pas simplement question de sécurité et d'attaque militaire, non. Nous devons tous agir pour éradiquer cette idéologie qui se fourvoie. Plus que jamais, les dirigeants religieux sont appelés à prendre position publiquement contre l'extrémisme violent et à prôner un discours d'ouverture. Ce que nous disons, ce que nous enseignons, ce que nous écrivons et ce que nous prêchons doit aller à l'encontre de l'extrémisme et de la violence. Et dans le même temps, nous devons construire une société plus juste. Tout le monde devrait agir et ne pas se contenter de parler.
Et cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de leaders religieux. La situation tragique en Corée du Nord, où sont affamés des centaines de milliers d'hommes et de femmes victimes de la pénurie. Depuis 3 ans, les famines ont fait plusieurs centaines de milliers de morts en Corée du Nord. La maigreur des enfants, leurs lésions cutanées sont des signes évidents de malnutrition. Eux ont la chance d'être hospitalisés, mais dans des établissements sans chauffage ni médicaments. On emmène au Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, avant-dernier dans le classement des pays selon l'indice de développement humain des Nations Unies. L'une des conséquences, la malnutrition des enfants. Le Niger est passé au-delà de 15% d'enfants malnutris selon l'ONU, un seuil d'urgence. Les causes de malnutrition sont multiples. Pauvreté des ménages, manque de ressources agricoles, absence d'eau potable, explosion des naissances. Ici, vous voyez les enfants qui viennent se faire soigner pour malnutrition. Tous les jours, il y a de nouvelles arrivées, de nouvelles admissions. Kidega Okumu gère le centre de santé de l'UNICEF, spécialisé dans l'accueil des enfants malnutris. Aux premières loges de la famine qui sévit au Sud-Soudan. Pour tenter de trouver des solutions à la crise alimentaire mondiale, au cœur de cette crise, la flambée des prix des matières premières. Prenons ce soir l'exemple de l'un des plus gros producteurs de riz au monde, l'Inde. Le riz est là-bas la base de l'alimentation, son prix ne cesse de grimper et les autorités ont même stoppé les exportations. Kilogrammes, alors autant dire que la hausse de cet aliment ne laisse pas indifférent. D'ailleurs, dans le Figaro, on titre « L'Asie est maintenant menacée d'une crise alimentaire ». Toutes les grandes institutions craignent une pénurie du riz. L'environnement avec la grande bataille de l'Afrique du Sud pour sauver le rhinocéros. Le pays abrite 80% environ de la population mondiale et le nombre de mammifères tués depuis le début de l'année est en nette augmentation. Pourquoi ? Parce que la poudre de corne se vend 50 € le gramme. 50 € le gramme en Asie. Les braconniers alimentent un trafic juteux. I became interested in the whole issue of wildlife crime and poaching because of tigers. And I lived, and I still have a home there, in central India. And the tigers that I knew really well and that I was photographing and so on, suddenly started disappearing. They just vanished. And the tribals there told me that people were coming from outside and asking them questions about the tigers and asking them to help kill them. Step into this grotesque, macabre warehouse on the outskirts of Denver. Wow. And you'll soon grasp just how endangered this world's endangered species really are. This is just a fraction of what wildlife officials recover. Just enough to show how repulsive the trade in endangered dead animals can be. You get shipments in here every day? Every single day. It depends the size of the shipment. Sometimes it'll be one box. And make you rest. Bags of rhino horns and ivory tusks are seized, but they're made out of wood. This is a training exercise run by the UN. The role-playing is meant to combat an illicit trade that authorities say is becoming more sophisticated.